Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et nous voyons maintenant comment l'enseignement secondaire doit former les élites, puisque cet enseignement sert à cela. Donc toute méthode d'éducation comporte de développer inséparablement la réceptivité et l'activité de l'enfant. Et cela doit s'appliquer à l'enseignement secondaire comme partout ailleurs. Donc l'élève doit être formé à être réceptif en recevant de l'enseignement secondaire du professeur tout un ensemble de connaissances qu'il serait incapable, absolument incapable de découvrir seul. Par exemple, comment celui qui passe quelques semaines en Ukraine pourrait-il y découvrir tout ce qu'en connaît et en peut dire quelqu'un qui a consacré sa vie à étudier la géographie et qui a bénéficié de tout l'acquis de connaissances accumulées dans ce domaine par toute la succession des siècles. Et il ne s'agit pas seulement ici de tout ce que sa mémoire peut emmagasiner, doit emmagasiner et retenir quand il est enfant, mais aussi pendant l'adolescence, de tout ce qu'il doit non plus apprendre, mais vraiment comprendre par son intelligence. Alors certes, le bon professeur pourra, dans bien des cas, guider l'élève à découvrir quelque chose par lui-même. Ne doit-il pas trouver lui-même la solution chaque fois qu'on lui donne à faire un problème? Mais il y a bien des choses indispensables qu'il ne réussirait pas à découvrir par lui-même, au moins dans le temps limité dont il dispose, si elles ne lui étaient pas enseignées. Le bon professeur devra aussi inviter les élèves à le questionner, à répondre à leurs questions, mais il ne peut pas réduire à cela son enseignement, qui serait, dans ce cas-là, gravement incomplet, les élèves ne pensant pas à l'interroger, en général, sur toutes les questions indispensables, et qui serait aussi sans suite ni enchaînement, incohérent, désordonné, se faisant au hasard des questions qui viendraient en vrac à l'esprit des élèves. Donc il faut que le professeur fasse un cours pour donner aux élèves l'ensemble complet, suivi, enchaîné, cohérent de ce qu'ils doivent recevoir de son enseignement, ce cours fournissant aux élèves les bases indispensables qui seront les points de départ de leur réflexion personnelle, de leurs questions et de leurs efforts personnels de recherche. On objectera peut-être que les élèves pourraient trouver, dans des livres bien choisis, tout ce que leur enseigne le cours du professeur. Or, c'est en partie vrai, mais l'enseignement oral, donné par un professeur qui enseigne bien, a quelque chose de beaucoup plus vivant pour pénétrer dans l'intelligence des élèves et pour éveiller cette intelligence à comprendre. Le bon professeur, c'est donc celui dont le cours met l'intelligence de l'élève
en pleine activité pour assimiler et pour comprendre ce qu'il enseigne. Un bon professeur doit même réussir non seulement à intéresser les élèves, mais à les passionner, à les enthousiasmer pour ce qu'il enseigne. Ce qui suppose que lui-même en ait la passion, l'enthousiasme, à un degré qui devienne communicatif. Ce qui n'est pas toujours le cas. On en a qui sont sopos, comme on dit. Plus précisément, le bon professeur, c'est celui qui a ce qu'il enseigne tellement vivant dans son intelligence que celle-ci le redécouvre au fur et à mesure qu'il l'expose aux élèves et qu'ainsi il en engendre la découverte dans l'esprit des élèves, rendant leur intelligence active pour découvrir au fur et à mesure que la sienne redécouvre. Donc le cours fait ainsi découvrir ce qu'il enseigne par l'intelligence des élèves en leur exposant les choses justement de la manière dont l'intelligence humaine les a découvertes et peut et doit les découvrir. Donc ces avantages du cours oral sont tels que cela nous paraît une mauvaise méthode que le professeur se contente d'exposer quelques questions en laissant les élèves étudier le reste plus ou moins bien dans un livre. C'est le cours complet qui est la bonne méthode. La bonne méthode. Alors, si le cours bien fait doit mettre l'intelligence des élèves en activité pour comprendre, et ce n'est que par là qu'elle sera réceptive de l'enseignement, cette activité doit se prolonger bien au-delà du cours. D'abord, l'enseignement donné par le cours ne peut être parfaitement assimilé et compris du premier coup. L'emploi du temps des élèves doit leur laisser le temps de repenser à ce que le cours leur a enseigné dans une réflexion personnelle plus approfondie. Alors, la meilleure méthode pour cela, c'est qu'après avoir étudié une question, il l'expose à haute voix. On est sûr que quelque chose est vraiment vivant dans l'intelligence que si on est capable de l'exposer. Et cela a de plus l'avantage d'exercer les élèves à savoir bien s'exprimer, ce qui est très important, non seulement pour les examens, mais même dans la vie. Donc ce travail d'étude de leur cours conduira normalement les élèves, s'il est bien fait, à se poser toutes sortes de questions à propos de ces cours. Points mal compris sur lesquels le professeur aura besoin de revenir, objections auxquelles on ne voit pas comment répondre, problèmes soulevés, cas particuliers, applications pratiques et besoin d'informations complémentaires. Donc le bon professeur donnera la parole aux élèves, un temps suffisant pour qu'ils puissent lui poser toutes ces questions où vont se manifester non seulement leur curiosité, leur saine curiosité, mais leurs efforts personnels d'intelligence. Au-delà des questions soulevées par l'étude du cours, le professeur doit provoquer, il doit animer, il doit guider une activité personnelle des élèves pour acquérir, dictée et analyse pour les études grammaticales, rédaction et exposés oraux pour exercer d'abord à l'usage écrit et parlé d'une langue, puis à un travail personnel d'observation, ce seront les descriptions, un travail personnel d'imagination, ce seront les narrations, un travail personnel de documentation,
de réflexion, de pensée. Ce seront les dissertations. Et puis, thème et version pour l'exercer à traduire. On en reparlera tout à l'heure. Carte de géographie, problème pour les sciences, expérience en physique et chimie, dissertation en anatomie, etc. Donc la manière dont le professeur corrigera ces travaux personnels des élèves a elle-même son importance pour provoquer leurs activités. Par exemple, si au lieu de corriger les fautes d'une manière à laquelle les élèves seront plus ou moins attentifs, ils se contentent de souligner ou d'indiquer en marge l'endroit où il y a une faute en demandant à l'élève l'effort personnel de découvrir et alors de corriger lui-même sa faute. Ou s'il fait corriger les travaux des élèves les uns par les autres pour les amener à découvrir eux-mêmes les fautes de leurs camarades. Donc, réceptivité, activité. Enfin, au-delà des exercices scolaires classiques, on peut pousser plus loin l'animation de l'activité intellectuelle des élèves en les amenant à faire certaines recherches personnelles dans des domaines qui les intéressent et qui sont à leur portée. En particulier, grâce à une bibliothèque scolaire qui va leur laisser des choix personnels entre des livres instructifs ou éducatifs pour eux. L'habitude de classer les élèves pour obtenir l'émulation entre eux peut avoir des avantages, comme excitant à l'effort, mais elle ne doit pas être poussée jusqu'à nuire à quelque chose d'important qui est le travail en collaboration dans de petites équipes. D'abord, si les élèves s'intéressent à ce qu'on leur enseigne, ils doivent pouvoir en parler, en discuter entre eux, ce qui est l'occasion de développer leurs activités de réflexion personnelle. Puis, si c'est une solution de paresse et souvent de fraude, de copier le travail d'un camarade, il est en revanche excellent qu'un élève se fasse expliquer par un camarade ce qu'il n'a pas compris. Et il ne peut y avoir de meilleure manière pour un élève d'exposer oralement ce qu'il vient d'étudier que de l'exposer devant un camarade. Il y a aussi, on en a déjà parlé, la possibilité de demander aux élèves de se signaler leurs fautes les uns aux autres, de corriger les travaux les uns des autres. Et puis enfin, certaines recherches peuvent être menées en commun par une équipe d'élèves qui travaillent en collaboration. Les programmes doivent respecter aussi les étapes de la maturité intellectuelle des élèves. Avant l'adolescence, l'enfant n'a pas une maturité d'intelligence qui lui permette de saisir en elle-même des idées abstraites ou de comprendre en eux-mêmes des raisonnements. C'est donc sur des exemples ou des cas particuliers que se forment ces idées et qu'il commence à raisonner. Et son intelligence ne s'exerce encore qu'au sein de l'exercice de son imagination. Par exemple, en comprenant la logique interne et l'enchaînement d'un récit, exercice de son imagination, et de sa mémoire, en comprenant ce qu'il apprend, et surtout en acquérant l'usage et la compréhension de règles de fonctionnement. C'est pourquoi on devrait attendre l'adolescence pour commencer les vraies études littéraires, explication de texte et d'auteur.
ainsi que les vraies études scientifiques, démonstration de théorèmes, établissement de lois par l'expérience. Parce que si on les commence trop tôt, on fatigue précocement le cerveau de l'enfant, qui aura plus de mal ensuite quand viendra l'âge d'aborder les études supérieures, et on compromet par un certain surmenage les études qui conviennent à son âge et qui risquent par là d'être mal faites. Donc ces études qui conviennent avant l'adolescence, ce sont surtout les études grammaticales, le calcul, c'est-à-dire l'acquisition des règles de la grammaire et du calcul. Donc si tout l'effort de l'enfant était centré là-dessus, eh bien, il devrait arriver à l'adolescence ne commettant plus de fautes de grammaire et de calcul. Et c'est loin, très loin d'être le cas. Et alors, il n'y aurait plus à revenir sur ces règles quand il aurait l'âge des vraies études littéraires et scientifiques. Le premier travail de l'intelligence de l'enfant, au sein de l'exercice de l'imagination et de la mémoire, peut encore se faire dans des études d'histoire et de géographie. Et sans aborder encore la science biologique, dans des connaissances élémentaires de zoologie, de botanique, de géologie ou de minéralogie. Donc l'adolescence, il faut bien le comprendre, c'est l'âge où deviennent possibles les vraies études littéraires et scientifiques une fois qu'on a acquis toutes ces notions de grammaire, de calcul, d'histoire, etc. C'est par elles, par ces études-là, littéraires et scientifiques, que va se former la qualité de la faculté intellectuelle qui permettra d'entreprendre plus tard les études supérieures. Quant à la philosophie, on peut y préparer l'adolescent à travers les études littéraires, par exemple la psychologie des personnes, les doctrines des penseurs et des moralistes, l'inspiration philosophique des auteurs, et puis aussi à travers les études scientifiques. Initiation à la nature, des raisonnements déductifs et inductifs, mais son haut niveau d'abstraction ne la rend pas vraiment assimilable avant la fin de l'adolescence. Et c'est pourquoi en France, la classe dite de philosophie est sans valeur formatrice pour un grand nombre d'élèves qui l'abordent trop jeunes, et en plus parce que la philosophie est devenue une histoire de la philosophie, et non plus l'étude de la philosophie. Alors, il reste à examiner en détail les différentes disciplines formatrices que l'enseignement secondaire doit comporter. D'abord, la première, c'est l'étude de la langue et de la littérature du pays, dont les études supérieures supposent un usage parfait, et ceci doit être commun à toutes les branches de l'enseignement secondaire. La première étape est grammaticale, former l'enfant à parler et à écrire correctement. Il y a des écritures absolument invraisemblables, d'hommes mûrs. Elle ne doit pas se réduire à faire acquérir des automatismes, mais en faisant comprendre les règles de grammaire, former l'intelligence à la rigueur, à la précision, à l'exactitude dans la manière de s'exprimer. Exemple, la construction correcte d'une phrase ou l'orthographe exacte d'un mot doit donner l'assurance d'éviter toute erreur sur sa signification. L'analyse grammaticale et logique est très formatrice de l'intelligence, en faisant comprendre la nature et la fonction de chaque mot ou de chaque proposition à l'intérieur de la phrase.
Puis les études grammaticales doivent faire acquérir à l'enfant à la fois abondance et précision du vocabulaire. Le choix du mot précis qui dit ce qu'il veut dire, sans équivoque possible, est indispensable pour savoir s'exprimer. Et il forme l'intelligence à des exigences de rigueur. Cette acquisition du vocabulaire, elle doit être éclairée par l'étymologie, qui forme à réfléchir sur l'origine et la constitution des mots. On verra après combien l'étude du grec et du latin est indispensable pour cela. Alors, pour former l'enfant à s'exprimer, il faut lui faire faire des exposés oraux, comme on l'a dit, et des rédactions. Celles-ci, avant l'adolescence, où pourront être abordées les dissertations, seront soit des narrations très formatrices de l'imagination, ou soit des descriptions très formatrices des facultés d'observation. Parce qu'il faut y exiger des mots précis, faisant vraiment voir l'objet décrit. Et tout cela rendra possible et féconde les études littéraires pour l'adolescent. Il y a toute une formation, vous voyez, toute une formation de l'intelligence dans l'explication d'un texte. Par exemple, dans un texte, en saisir le plan, l'enchaînement, le mouvement, en comprendre la signification, l'intention, l'idée dominante ou directrice, la portée, puis, en fonction et à la lumière de cela, en examiner les détails, les finesses, les nuances, les précisions, le relier à ce qui le précède, à ce qui le suit, et le relier aussi au reste de l'œuvre de l'auteur, à toute l'atmosphère, à la mentalité d'une époque, d'une école, d'un lieu, d'un milieu, et enfin, en admirer la beauté. Il y a plus encore une formation de l'intelligence dans l'étude d'un auteur. Reconnaître par exemple les caractères marquants de sa pensée et de son œuvre. Les retrouver sous des formes variées dans ses différentes œuvres. En découvrir ou découvrir de l'une à l'autre une évolution. Rattacher tout cela au tempérament de l'auteur, à sa formation, aux influences qu'il a subies, aux mentalités et aux mœurs de son temps, de son lieu, de son milieu, et puis à son aspiration philosophique ou religieuse. Expliquer son influence, s'enrichir intérieurement de tout l'apport humain de son œuvre. Alors, pour cela, il importe que les élèves ne connaissent pas les grands auteurs que par des morceaux choisis, mais qu'ils aient lu quelques œuvres en entier. Ce qui suppose que l'organisation du travail scolaire leur en laisse le temps, et ce que facilite une bibliothèque scolaire bien fournie. Si l'on voit en ce qui concerne les chefs-d'œuvre du théâtre, rien ne vaut de les voir jouer, puisqu'ils ont été écrits pour être joués. Et ce qui les fait le mieux étudier et comprendre par les élèves serait de les leur faire jouer. Moi, je me souviens en première et terminale, on avait un professeur qui nous emmenait à Paris, une fois par mois, au théâtre. Il y a enfin une haute formation de l'intelligence dans un cours complet d'histoire de la littérature française, mettant en lumière son évolution, l'enchaînement dans la succession des auteurs et des écoles,
leur lien aux conceptions philosophiques et religieuses, aux mentalités, aux mœurs, à l'état social des temps, des lieux, des milieux. Et tout cela doit apporter aux élèves tout ce qu'il y a de richesse et de valeur humaine dans les grandes œuvres de la littérature française. Il y a d'abord un considérable apport d'expérience psychologique, de connaissance des caractères, des mœurs, de la vie sociale, dans l'étude des grands personnages, des grandes œuvres, du théâtre, de la fable, La Fontaine, du portrait, La Bruyère, du roman. Donc c'est une merveilleuse formation d'esprit et de connaissance des hommes qui s'acquiert en expliquant les personnages de Corneille, de Racine, de Molière, etc. Puis c'est avec les hommes réels, en les faisant revivre, en tirant de leur vie les leçons de l'histoire, que mettent en contact les grands historiens, par exemple Fustel de Coulanges, qui a écrit un de ses livres les plus connus étant La Cité antique. C'est l'expérience collective de l'humanité qui s'exprime dans les œuvres des grands penseurs et moralistes, et il y a toute une préparation à une formation philosophique et théologique. En comparant la conception de l'homme chez Montaigne, chez Pascal, chez Voltaire, chez Rousseau, en étudiant l'influence de Descartes sur la littérature classique, celle du jansénisme sur Racine, celle des philosophes du XVIIIe siècle sur la Révolution de 1789, celle de Jean-Jacques Rousseau sur le romantisme, celle d'Auguste Comte sur l'école réaliste de la fin du XIXe siècle. Et puis, enfin, les études littéraires doivent former à reconnaître, à apprécier, à aimer la beauté aussi. La beauté des phrases, chez Pascal par exemple, ou chez Bossuet. La beauté de la poésie, que les études littéraires doivent faire sentir et comprendre, et qui doit occuper une place indispensable et irremplaçable dans le développement de l'esprit, d'où le prix inestimable d'un contact prolongé et approfondi avec, par exemple, Villon, François Villon, Ronsard, Corneille, Racine, Péguy, Francis James, etc. Cette formation littéraire, elle doit donc rendre les adolescents capables ensuite de rédiger des dissertations par lesquelles ils seront formés à se documenter et surtout à réfléchir, à argumenter sur un sujet qui leur est proposé, à ordonner leurs idées en un enchaînement cohérent avec une introduction qui ne doit pas être artificielle, mais vraiment introduire le sujet en montrant comment on est amené à le poser, puis, après l'introduction, un plan qui ne doit pas être non plus artificiel, mais résulter d'un enchaînement naturel entre les idées à développer, et puis des transitions qui ne doivent pas être artificielles, mais qui constituent le passage naturel d'une considération à la suivante, et enfin une conclusion, qui ne doit pas être artificielle, mais être l'aboutissement logique de toute l'argumentation, et par là, vraiment conclure. Deuxième point, si l'étude de la langue et de la littérature française doivent être un fondement indispensable et obligatoire de tout enseignement secondaire, l'étude d'autres langues et littératures doit être librement choisie selon les goûts et les aptitudes. Et il y a un grand effort à faire pour attirer le plus possible les élèves de l'enseignement secondaire vers l'étude du latin et du grec, qui a une très haute valeur de formation intellectuelle, d'ailleurs soulignée
avec force par notamment les papes Pie XI et Pie XII. D'abord, sur le plan grammatical, ce sont des langues, latin et grec, d'une précision incomparable pour l'expression de la pensée, parce qu'elles ont des déclinaisons. Et l'acquisition de l'usage des déclinaisons est un admirable exercice de formation de l'intelligence. Ensuite, l'étude des langues mortes. On les appelle langues mortes alors qu'elles ne sont pas si mortes que ça, parce qu'on peut parler latin et grec. L'étude des langues mortes n'ayant aucun emploi utilitaire est totalement désintéressée et prépare ainsi l'esprit à une attitude qui doit être essentielle à l'enseignement secondaire et qui est la condition de toute haute civilisation. La recherche désintéressée de la vérité et de la beauté pour elle-même, sans préoccupation utilitaire. Et c'est en Grèce, et ensuite dans l'Empire romain, sous l'influence grecque, que les formes les plus hautes de civilisation ont pris naissance. Et il n'est pas indifférent de pouvoir avoir un contact direct avec ces sources premières des plus hauts développements humains. Alors, les autres civilisations, quelles que soient les très réelles valeurs humaines qu'elles contiennent et dont il faut savoir bénéficier, n'ont jamais atteint le niveau de la Grèce et de Rome. Et si la civilisation s'est universalisée, si elle s'est étendue à l'humanité entière, c'est parce que l'Europe a civilisé le monde entier, comme jadis la Grèce avait civilisé tout le pourtour méditerranéen. Et la civilisation européenne, devenue mondiale, est née de la Grèce et de Rome. Et c'est pourquoi le vocabulaire de toutes les sciences demeure un vocabulaire grec. Il ne s'agit pas ici d'imposer au monde entier des formes de pensée et de vie propres à une région en méconnaissant les valeurs des traditions de toutes les régions de la Terre, mais de reconnaître qu'ont pris naissance en Grèce et se sont ensuite développées par Rome et l'Europe des valeurs humaines universelles de vérité et de beauté, qui sont le fondement indispensable de toute haute civilisation, vérité et beauté. Et c'est d'ailleurs pourquoi ce n'est pas par hasard, mais par une disposition évidemment voulue de la Providence, que le christianisme a pris son premier essor dans la civilisation grecque et l'Empire romain, et que les énoncés de la foi catholique ont d'abord été formulés en grec, en profitant par là de l'incomparable précision de cette langue. Il y a donc pour l'intelligence humaine une haute valeur à pouvoir lire dans leur langue les penseurs et les auteurs grecs et latins. Et il y a pour la culture de la foi catholique une haute valeur à pouvoir lire dans leur langue le Nouveau Testament, les conciles, les pères et les docteurs de l'Église. Alors, cette étude du latin et du grec est malheureusement en grand recul aujourd'hui. La cause s'en trouve dans la mauvaise méthode qui l'a fait consister uniquement en des thèmes et des versions, c'est-à-dire des traductions. On n'apprend pas une langue par des exercices de traduction. Pour cette simple raison que pour bien traduire, il faut déjà posséder parfaitement les deux langues. On apprend une langue, comme d'ailleurs on le fait toujours pour les langues vivantes, en s'exerçant à parler et à écrire dans cette langue. Et par là, à penser dans cette langue. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, dans quelqu'un qui
qui reste plus de 10 ans dans un pays, eh bien, sa langue devient maternelle. Et c'est vrai, moi je l'ai expérimenté avec l'espagnol, étant 12 ans en Amérique du Sud. Aujourd'hui encore, pourtant j'ai quitté en 2003, ben je parle espagnol sans problème. C'est devenu une langue maternelle. On ne restaurera l'étude du latin et du grec que le jour où l'on rétablira des exposés oraux et des rédactions en latin et en grec. Pour la petite histoire, quand j'ai commencé à apprendre l'espagnol ici à Marseille 3 semaines avant de partir, le professeur que j'avais me disait, quand vous arriverez là-bas, votre premier dimanche, premier sermon en espagnol. Il faut vous lancer. Donc, exposés oraux, rédaction en latin et en grec, où le professeur chargé de la classe parlera avec les élèves en latin et en grec. Je connaissais un prêtre à Amiens, à Dury-les-Amiens, l'abbé Lepoutre, qui célébrait la messe traditionnelle. Et quand on allait chez lui, moi quand j'allais chez lui, il refusait de parler en français. Il parlait en latin. Tout. Passe-moi le fromage, etc. Tout en latin. Alors, il était connu, cet abbé Lepoutre, pour parler latin couramment. Donc pour les élèves de l'enseignement secondaire, qui n'étudient pas le latin et le grec, ben, il demeure quand même indispensable dans leurs études de leur enseigner les étymologies latines et grecques. Donc de leur donner par là un minimum de vocabulaire latin et grec. Et surtout ensuite, dans leurs études littéraires, de leur faire connaître par de bonnes traductions les grands auteurs grecs et latins. Et leur formation intellectuelle serait incomplète sans le contact avec, par exemple, Homère, Sophocle, Horace, Tite-Live, Platon, Tacite, Cicéron, Sénèque, etc. Et il ne faudrait pas, comme on le fait trop souvent, arrêter les littératures grecques et latines avec la période païenne. Il faut faire connaître aussi les chefs-d'œuvre de la littérature grecque chrétienne, avec l'évangile de saint Luc, les épîtres de saint Paul, les grandes œuvres de saint Basile, de saint Jean Chrysostome, et puis ceux de la littérature latine chrétienne, avec saint Ambroise, saint Augustin, saint Grégoire, saint Bernard, saint Bonaventure, saint Thomas d'Aquin. Sans oublier les merveilles de poésie grecque ou latine dans les textes liturgiques. Exemple, l'hymne des vêpres du Saint-Nom de Jésus, la séquence de la messe de Pentecôte, le Laudation, etc. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.